RTDS, nouveau numéro de votre émission, Grand Carrefour, mesdames et messieurs, merci de nous choisir encore. Grand Carrefour, politique, éducation, société, voilà toutes les questions de l'heure nous intéressent dans cette émission. Essentiellement cet après-midi, nous planchons sur les grandes décisions de la CEDEAO, décisions tant attendues. D'ailleurs, la feuille de route pour une sortie de crise du Togo, eh bien, la CEDEAO a fait sa part en donnant ses mots le 31 juillet dernier. D'aucuns parlent de victoire, d'aucuns parlent d'une porte de sortie, d'aucuns encore tirent à boulet rouge sur ces recommandations. Mais que comprendre réellement de ces recommandations, alors de ces indications de la CEDEAO? Nous en parlons cet après-midi à ce plateau avec certains responsables de partis et politiques. Nous avons à ma gauche ici M. Dimon Auré, que vous connaissez bien. Eh bien, il est le président du Front des Patriotes pour la démocratie, le FPD. M. Dimon Auré, bonsoir et merci d'être à ce plateau encore avec nous. Merci beaucoup, Dieudonné, c'est un devoir de notre part. Pour vous, eh bien, c'est des boulets rouges à tirer sur les recommandations de la CEDEAO. Si vous voulez, s'il y a recommandations. Merci. Nous avons également à ce plateau M. Johannes Bavon. Eh bien, il est le secrétaire général du phare, le Front des architectes pour la République. M. Bavon, bonsoir et merci d'être à ce plateau. Merci, bonsoir et bonsoir à tout le monde. C'est un privilège d'être là. Homme d'église, en politique, la transition a été facile, c'est ça? Oui, il n'y a pas une grande frontière entre les deux fonctions en tout cas. C'est ça. Oui. Merci. Alors, je vous disais tantôt, eh bien, aujourd'hui, la décision ou alors la feuille de route de la CEDEAO tant attendue est là. Et les médiations sur médiation n'ont donné pas grand chose sur cette résolution de la crise. Mais tout le monde avait donc les yeux rivés sur un 31 juillet qui est passé comme les autres jours ordinaires. Aujourd'hui, on a une feuille de route à défendre, on a une feuille de route à respecter, c'est celle de la CEDEAO. Monsieur Dimon Auré, vous, quelle est votre lecture globale de cette position de la CEDEAO face à la crise togolaise? Oui, une fois encore, merci pour cette opportunité. Vous savez, nous ne tirons pas à boulet rouge sur la CEDEAO, mais nous l'avions pressenti qu'il ne faudrait rien attendre de la CEDEAO parce que c'est une institution sous-régionale qui agit en fonction des intérêts des précarés des Occidentaux. Et comme tel... C'est votre lecture de la chose. C'est la réalité, ce n'est pas ma lecture. Vous n'êtes pas en face d'un naïf ou bien d'un novice en politique togolaise. Alors, la CEDEAO, ce n'est pas la première fois. Vous avez eu l'accord de Ouaka 1, Ouaka 2, tout un tas de choses. 2005, la CEDEAO était là. Jusqu'à l'APG. Qu'est-ce que ça a donné? Et à part la CEDEAO, c'est l'Union européenne. Vous avez appris l'accord cadre de Lomé, les 22 engagements. Et tout ça là, ça n'a rien donné. D'abord, en premier lieu, quelle est votre lecture globale de ce que la CEDEAO vient de faire le 31 passé? Ce que la CEDEAO vient de sortir, c'est un non-événement. Pour vous? Oui. C'est le résumé même. C'est un non-événement. C'est de la fantaisie. Merci. Alors, Monsieur Bavon, eh bien, au phare, quelle est la lecture faire de cette feuille de route de la CEDEAO soumise à la classe politique togolaise? Bon, merci. Je pense que dans la réalité, il va falloir qu'on arrive à être réaliste et aussi à pouvoir vouloir avancer. Et la situation est que, c'est vrai, la CEDEAO aurait pu peut-être, selon certaines personnes, commettre certaines erreurs dans la résolution de la crise togolaise de par le passé. Et la réalité est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire en dehors de l'aide ou bien de l'intervention d'une organisation internationale à laquelle appartient notre pays? Donc si nous disons que la CEDEAO, son apparition est un non-événement, donc finalement, qu'est-ce que nous devons faire? Alors pour vous, c'était quoi? C'est quoi? Quelle lecture vous faites? C'est pourquoi pour nous voyons que la feuille de route de la CEDEAO, il faut la voir sous un angle très diplomatique. Autrement dit? Autrement dit, bon, pour pouvoir apaiser certains cœurs ce soir, je voudrais dire que l'intervention de la CEDEAO dans la crise togolaise en 2006 était une intervention qui était obligatoire d'une certaine manière donnée.
si la CEDEAO n'allait pas dans ce sens-là, le Togo pourrait basculer dans une guerre civile. Lorsque la crise de 2017, 19 août, voilà, lorsque la crise de 19 août a commencé au Togo, la première personne à faire appel au président de la République à quitter le bureau présidentiel, c'est celui qui avait lui-même conduit les accords de l'APG en 2006, en la personne de l'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo. Vous voyez, c'est pour dire que la CEDEAO aujourd'hui est réaliste dans notre situation et les menaces qui pèsent sur la CEDEAO aujourd'hui ne sont pas les mêmes à l'époque en 2006. Il n'y avait pas de Boko Haram. Oui, voilà. Alors pour vous, M. Bavon, aujourd'hui, la CEDEAO a fait un grand pas dans la résolution de la crise togolaise. Tout à fait, et cette feuille de route, je pense que c'est un espoir et qui permettrait surtout aux esprits qui sont optimistes de pouvoir avancer et de réaliser quelque chose. Merci. Alors, M. Dimoré, vous voyez la position tranchée de la classe politique togolaise, l'opposition qui, entre guillemets, ne bouge pas d'un pas, le pouvoir en place qui ne bouge pas d'un pas, les échecs des tentatives de médiation ont été sentis et constatés d'ailleurs. Aujourd'hui, eh bien, une organisation de l'espace vient quand même soumettre une feuille de route. Vous trouvez que c'est un non-événement. Qu'est-ce qui devrait être fait? Merci beaucoup. Et vous savez, avant d'aller dans le fond de votre préoccupation, je voudrais rappeler ceci. Vous savez, j'ai milité au sein de l'UFC. La plus grande formation de ces 3 dernières décennies de notre pays, de l'opposition. De l'opposition, oui. Avant qu'elle ne sombre dans le chaos aujourd'hui. J'ai fait 18 années de militantisme là-bas, avec les premiers responsables que vous connaissez aujourd'hui. Et donc, c'est lourd comme expérience en termes de négociations, partis politiques, opposition et tout. 2, j'ai fait le gouvernement pendant 3 ans, sous la bannière de la CRPT-UFC. Je me suis frotté avec le système de l'intérieur. Ça vous a permis de grandir? Bien entendu. Et je suis à l'Assemblée nationale, il y a de cela 5 ans. Président de parti, 4 ans. J'ai accumulé assez d'expérience pour avoir une capacité d'analyse objective. Et c'est que l'élite togolaise, cette élite n'a jamais été conséquente. Le bas peuple veut le vrai changement. Mais c'est l'élite qui devrait être la solution. C'est plutôt cet élément-là qui est le problème. Nos aînés qui ont incarné l'opposition pendant... Vous faites partie de cette élite, monsieur Dumont. Bien entendu, je fais partie de cette élite. Il y a plusieurs catégories d'élites. Élite politique, élite économique, élite symbolique, élite traditionnelle, élite religieuse. On en a plusieurs catégories. Ils sont dans le contexte politique actuellement. Et élite politique, je fais partie de la jeune génération qui voudrait prendre la relève. Je ne peux pas me comporter comme les aînés, dans les errements qui ont fait traîner la crise jusqu'à ce jour. Et ces errements, c'est quoi? C'est par rapport au calcul d'intérêts partisans particuliers. C'est ce qui permet à la France-Afrique de les roubler et de les mener en bateau. Et c'est ce qui se passe encore. Mais vous allez me dire que c'est pour les 3 recommandations ou 8 recommandations, là, aller aux législatives 20 décembre, recomposer la Cour constitutionnelle, élection 2 tours, limitation de mandat, c'est pour ça que les gens sont tombés l'année dernière. C'est ça le résultat. Il faudrait que ce sang-là coule d'abord pour qu'on sorte. Et qu'est-ce qui est nouveau dans cette affaire-là? Quel est l'élément consistant et nouveau? À qui la force? Pas à la CEDEAO, M. Dumont. Bien entendu, pas la CEDEAO. C'est pour ça que moi je dis qu'il ne faudrait même pas attendre une solution extérieure. C'est de l'intérieur. Tout ça là, c'est du cinéma. Après tout, la crise va rebondir. La crise va rebondir avec... Vous n'êtes pas un prophète de malheur, monsieur Non, Dimoré. ce n'est pas une question de prophète de malheur. D'accord. C'est une question d'analyse appropriée. C'est cela. Rapidement, vous savez, lorsque moi, j'ai pris ma responsabilité par rapport à l'accord que le RPT-UFC avait signé, en créant avec des compatriotes de l'UFPD, nous avions lancé idée de transition et on nous taxait de rêveurs. Hein?
tous les noms d'oiseaux nous ont été collés. Alors, et nous avions dit, pourquoi vous allez à la présidentielle de 2015? Vous voulez remettre le monsieur en scène. Réclamons une transition entre nous, Togolais. Qu'est-ce qui est nouveau ici, cher Dieudonné? Si ceux qui dirigent ce pays pendant 50 ans n'ont pas la capacité, ni l'humilité d'accepter que, bon, on discute pour trouver des solutions à la crise, alors il faudrait organiser tout ce bruit-là pour qu'on vienne vous dire que maintenant limitez votre mandat, élection de tout, et vous dites bravo, CEDEAO, c'est un élément qui libère le pays. Ça fait mal. Le pouvoir en place n'a pas été le seul à applaudir. D'ailleurs, le pouvoir n'a pas applaudi les décisions de la CEDEAO. Ça fait mal. Des grands partis, d'ailleurs, de la coalition aussi ont été satisfaits, apparemment, de la 75%. D'accord. C'est leur droit le plus absolu. Puisque c'est eux qui ont fait comprendre aux manifestants que la CEDEAO vient en libérateur. Et donc, les résultats de la CEDEAO, ils ne peuvent pas remettre ça en cause. Parce qu'ils ont fait comprendre au bas peuple que voilà notre seul recours. Mais il vient, vous ne pouvez pas dire le contraire. Alors là, ils ont les mains liées, ligotées. Mais nous, FPD, nous n'avons pas les mains liées. Nous sommes totalement libres de nos mouvements. Et ce qui se fait là n'engage pas le FPD. Et je vous dis, comment voulez-vous qu'on fixe comme ça une date bateau, 20 décembre? C'est une date fétiche? C'est par rapport à quoi? Quelle est cette réalité? Nous allons quand même revenir rapidement, pour dire que il ne faut pas s'amuser avec la vie des citoyens. Chaque fois, on dit crise, dialogue. Et parler de crise, c'est parler de bain de sang. Dialogue qui débouche sur rien. On recommence, élection, contestation. Pendant 3 décennies. Il faut réfléchir autrement. Pour que la solution soit interne au niveau du tout. C'est cela. D'accord, merci. Et c'est vrai, vous n'avez pas encore touché précisément mon point. Je vais quand même revenir à vous, monsieur Dimoré, parce que la CEDEAO est déjà là. C'est vrai, elle a pu faire quelque chose. Alors, vous, au FPD, quels devraient être les ingrédients nécessaires pour cette feuille de route de la CEDEAO, beaucoup plus précis, beaucoup plus conséquent? Oui, parce que la crise est là, le contexte est là. Nous allons revenir quand même à cela, monsieur Dimoré. Alors, monsieur Bavon, vous trouvez qu'il y a quand même de numéros gagnants sur les dés jetés par la CEDEAO? Oui, bien entendu, parce que, évidemment, lorsque vous analysez la situation togolaise, vous verrez que nous sommes devant 2 concepts ici. Le concept de ce qui se passe au sein de la classe politique togolaise, dont parle l'honorable M. Dimoré, et le concept dans lequel la CEDEAO vient pour proposer des solutions. Le concept des problèmes de la classe politique togolaise, c'est un problème qui est partout dans tous les pays. Hein. Vous savez, les gens font la politique et peu font la politique pour l'intérêt général. La grande majorité fait la politique pour ce que chacun va gagner ou intérêt personnel. Donc là, si on doit attendre... Vous concept, d'aucuns vous diront qu'aucun pays encore n'est en face d'un régime cinquantenaire. Oui, bien entendu, mais le problème ici, c'est que les acteurs politiques togolais, avant qu'ils n'arrivent à un consensus, c'est d'abord une certaine élévation mentale, une certaine élévation d'être, de conscience, à laquelle ils ne sont pas encore arrivés. On ne peut pas tous les jours être victime de leur mésentente ou de leur intérêt partisan. Vous comprenez? Donc là... Pour vous, il reste encore un niveau pour la classe politique togolaise. Mais tout le monde évolue tous les jours et on sera obligé toujours d'évoluer. Mais s'il faut attendre les autres d'évoluer d'abord avant de faire ce qui est juste, on ne le fera jamais. Donc c'est la raison pour laquelle nous pensons au niveau du FARC et l'avènement ou l'apparition de la CEDEAO dans notre crise n'est pas du tout une mauvaise chose en soi. En quel sens? En ce sens que les menaces qui pesaient sur notre région de la CEDEAO actuellement ne sont pas les mêmes menaces que la région avait connues en 2005 et 2006. Je voulais le dire avant. En quel sens? Il n'y avait pas de Boko Haram, il n'y avait pas de Ansardine, il n'y avait pas de Moudjahou. Tout ce que nous voyons dans le G5 Sahel aujourd'hui n'existait pas.
à l'époque. Peut-être il y avait en Sardine au niveau de l'Algérie et tout, mais les menaces ne sont pas aussi réelles que maintenant. La CEDEAO étant venue, qu'est-ce que la CEDEAO veut? La CEDEAO veut sécuriser cette côte atlantique, s'assurer que les tensions populaires ne permettent pas aux djihadistes ou aux terroristes de venir semer le trouble ici. Parce que nous avons les grandes capitales à ce niveau. Bon, nous avons aussi nos connexions au niveau de la CEDEAO dans leur bureau et leur laboratoire qui nous informent de certaines choses. Ce que la CEDEAO poursuit aujourd'hui, et elle en est consciente. Moi, je ne me fais pas avocat de la CEDEAO, mais la vérité, c'est que je suis en train de lire avec, et faire des analyses réalistes. La chose, c'est que si la CEDEAO a déjà commis une première erreur en 2006, ce n'est pas la CEDEAO qui a causé le résultat négatif. Nous avons un gouvernement qui a fait preuve de malhonnêteté dans les accords qui ont été signés. Donc, ce n'est pas la CEDEAO qui a demandé à Fort ou bien au gouvernement de RPT-UNIR de ne pas respecter les accords. Mais regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, la CEDEAO, c'est un acquis pour nous. Devant la CEDEAO, c'est que voici un peuple qui a déjà été blessé, qui a été mené en bateau par ce gouvernement. Donc, maintenant, si la CEDEAO revient encore, il va falloir, c'est une obligation de sa part, de tout faire pour que nous soyons satisfaits. Et lorsque vous regardez la feuille de route, il est clair que la CEDEAO veut mettre les pieds dans l'organisation des élections, parce que c'est l'élection, la façon dont elle est organisée et qui l'a organisée et comment les résultats sont proclamés. C'est ça le nœud du problème principal au Togo. Donc si la CEDEAO peut nous aider à arriver à sécuriser les élections, à permettre aux candidats d'avoir la même chance équitable, à permettre à l'atmosphère d'être réellement transparente et crédible, je pense que n'importe qui pourrait se présenter comme candidat aura la chance d'avoir le résultat selon son niveau de compétence. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui la garantie nécessaire de croire en cette feuille de la CEDEAO? C'est vrai, un comité de suivi a été créé. Il y a certains facteurs. Bon, il y a les facteurs moraux et il y a les facteurs politiques. Les facteurs moraux, je donne quelques exemples. Ce que je viens de dire, la réalité ou bien l'expérience de la CEDEAO dans la crise togolaise depuis un certain temps. La CEDEAO a sa crédibilité en jeu dans la résolution de la crise actuellement. En ce sens que les Togolais, cette fois-ci, ont fait plus de bruit que jamais. À travers cette crise, le monde entier a découvert qu'il y a un petit pays quelque part qui est en train de souffrir. Vous allez constater que toutes les grandes organisations internationales ont été secouées. Il faut aussi beaucoup le lier voilà. À l'apparition des réseaux sociaux, parce qu'en 2007, voilà. Les réseaux sociaux n'avaient pas aussi pris voilà, ça aussi, c'est un facteur majeur à ne pas négliger. Donc, nous avons beaucoup avancé. Secondo, sur le plan moral, vous verrez que la CEDEAO aujourd'hui, pour être respectée, il faut obligatoirement qu'elle fasse ses preuves. Déjà, nous avons M. Dimoré qui, dans son opinion, dit que on ne peut pas faire confiance à la CEDEAO, comme d'autres personnes. Et ils ont raison de dire cela. C'est en vertu de certaines expériences qu'ils ont eues avec la CEDEAO. Et aujourd'hui, s'il faudrait que la CEDEAO puisse retourner encore dans un autre pays et régler une crise, c'est la façon dont elle a réglé la nôtre qui lui servirait de preuve et pour convaincre ceux qui lui feront appel demain. La crise n'est pas encore résolue. Elle n'est pas encore résolue. C'est la raison pour laquelle nous disons que sur cette base, on peut quand même faire une confiance en ce que la CEDEAO veut faire cette fois-ci. Maintenant, sur le plan politique, vous savez que si la CEDEAO n'arrive pas à résoudre notre crise ici, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que sûrement le pays va encore basculer dans une autre 19 août révolution qui sera plus grande. Et ça, c'est une menace. Et ça, la CEDEAO en est consciente. Tous ceux qui ont aidé la CEDEAO dans cette feuille de route n'ont pas dit que c'est juste une organisation régionale qui s'est levée avec tout comme un syndicat qui va défendre les intérêts de certains chefs d'État, comme Alpha Condé l'avait dénoncé la dernière fois. La CEDEAO n'a pas travaillé cette fois-ci seule. La CEDEAO a fonctionné avec les autres organisations internationales. Dans la diplomatie, quand on arrive à certains niveaux de crise, on ne laisse plus certaines choses aller d'une certaine manière. La CEDEAO, vous allez voir qu'avant que la feuille de route ne sorte, le G5, États-Unis, Allemagne, France, etc., ils ont déjà fait sortir une recommandation qui se retrouve d'une certaine manière dans cette nouvelle feuille de route. Macron était venu à Accra, lui aussi, il avait signalé. Donc, nous retrouvons leurs points
leurs hypothèses de solution dans cette feuille de route aujourd'hui. Ça, ce n'est que ce que nous voyons officiellement. Mais officieusement, les travaux ont été faits pas avec et par la CEDEAO seule, mais avec toutes les organisations internationales. Parce que ça, c'est une crise qui, lorsqu'elle ne sera pas résolue, va créer des crises plus grandes dans cette région. Et ça, la CEDEAO en est consciente. Et si elle commet encore une autre erreur, alors sachez que le pire pourrait arriver. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la CEDEAO ne peut pas faire de l'enfantillage ou bien prendre des décisions puériles dans une telle résolution de crise. Pour vous, il n'y a pas d'à peu près dans la résolution de la crise selon que la CEDEAO le fait face. Alors, M. Dimoré, je demandais tantôt, la CEDEAO étant déjà venue dans le contexte, dans la perspective d'une résolution, quoi qu'on dise. Alors, vous, acteur politique, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Voilà. D'une manière avancée, la CEDEAO devrait recommander la mise en place d'une transition politique. Une transition politique consensuelle. C'est tout. Parce que vous ne pouvez pas passer de la vraie dictature à la vraie démocratie sans étape de transition. Voilà. Nous ne sommes pas ici dans une crise électorale. Vous avez encore souvenance de l'histoire des transitions dans ce pays? Dans quel pays? Au Togo. Combien de transitions? De toutes les façons, on a vécu des expériences. J'ai dit combien de transitions? Aujourd'hui, on ne pourra plus peut-être aller à la même chose. Écoutez, on tire la leçon du alors, passé. 27e dialogue. Pourquoi vous y allez? Il faut toujours se parler. Pourquoi vous y allez? Toujours se parler. Il y a eu une transition qui a échoué en 91. Vous dites non, il ne faut plus la reprendre. Mais 27e dialogue, ça vaut la peine. Non, c'est de l'absurdité totale. Le problème n'est pas d'ordre électoral. C'est une crise séquentenaire. Ce n'est pas une crise du 19 août 2017. 2005, j'ai été un des acteurs principaux sur le terrain en 2005, en tant que directeur de campagne du candidat de la coalition à l'époque, Plateau Est. Mais on a vu des choses horribles. Après, l'ONU même a envoyé une enquête qui a établi 500 morts. Ce n'est pas 500 pour eux qui ont été abattus. Nous en sommes où? Mais justement, c'est ça, le propre du Togolais, c'est de se laisser dans les illusions. Vous avez cité tantôt les présidents impérialistes, des puissances impérialistes, qui n'ont que leur réseau, qui sont en train, depuis 50 ans, à ne pas vouloir que le Togo ou le peuple togolais soit libre. Alors, c'est ce G5 ou les puissances impérialistes qui donnent la feuille de route à la CEDEAO à exécuter. Il y a 1000 manières de régler une crise. Oui, la crise sera réglée par des contentions politiciennes pour renforcer le règne de Gnassingbé. Alors, au finish, je vous donne un exemple. On dit d'ici 4 mois, élection législative. Alors, soi-disant réforme de la Cour constitutionnelle et introduction de 2 tours et 2 mandats, et puis aller aux élections législatives. Vous y allez. On vous sort les chiffres, 72 députés pour unir. Les réformes que vous avez faites là seront remises en cause après les législatives. Et là, on va crier encore, pourquoi ils ont fait ça? Que le peuple sorte, bain de sang. Pour vous, il y aura toujours un perpétuel recommencement. Recommencement. Et même si on appliquait ces réformes, ça voudrait dire que pendule à 0, c'est à partir de 2020. Autrement dit, Faure pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2030. Alors que les Togolais, aujourd'hui, sont fatigués du système des Gnassingbé. Donc le problème est profond. On a besoin d'une nouvelle constitution pour notre pays. Ce n'est pas la constitution tripatouillée des Gnassingbé, dans laquelle aujourd'hui la CEDEAO propose toucher article Cour constitutionnel, 2 tours, et puis bon, paf, aller aux législatives et la crise est réglée. Pour vous, il mon faut Dieu, une nouvelle c'est tout à fait. Ce n'est pas celle de 92. C'est de l'amusement. Ce n'est plus celle de 92. Non, ce n'est pas celle de 92. Une nouvelle constitution. Non, ce n'est pas celle de 92. Parce que les limites de la constitution de 92,
la question du régime politique. Vous savez, le régime politique, ça préside l'organisation de la cité. Est-ce que nous sommes sous régime parlementaire ou purement présidentiel? Alors, ce qu'on vit aujourd'hui, on parle de Premier ministre. Ça, c'est juste un chef d'administration qui n'a aucun pouvoir. Alors, il faut régler le problème du régime politique. La question des forces de défense et de sécurité de notre pays, en l'état actuel, vous ne pouvez pas faire une démocratie avec. La question de l'administration publique, en l'état actuel, vous ne pouvez pas faire une démocratie avec. Je sais de quoi je parle. Alors, tous les paramètres rendant ces instruments de l'État républicain doivent se figurer dans la Constitution. Alors que dans la Constitution de 92, ça n'y est pas. C'est cela. Alors là, il faut une nouvelle Constitution Il prend en compte via tous ces une paramètres. Constituante. Merci, M. Dimoré. Alors, M. Bavon, je ne sais pas si vous avez quelque chose à Oui, ajouter. tout à fait. En effet, je voulais revenir sur ce point de la Constitution. D'abord, avant cela, je vais demander si nous estimons que le G5 et la CEDEAO ne sont que des organisations au service de l'impérialisme et qui ne veulent pas la libération du peuple togolais. Premier point, qu'est-ce que nous allons faire contre eux pour pouvoir nous libérer? Deuxième point, la constitution qu'on veut réformer, elle n'est pas bonne. Celle de 1992 également, bon, elle n'est pas encore bonne. Donc, et qu'est-ce que nous allons faire pour faire asseoir, par quel mécanisme, par quelle voie allons-nous faire asseoir une nouvelle constitution lorsque nous savons qu'il y a un pouvoir, un parti qui est au pouvoir et qui se veut au pouvoir toujours. Alors, c'est pourquoi je vais vous dire ceci. Lorsque nous parlons de la situation de tournure de dictature vers la démocratie, il y a seulement deux voies. C'est soit par la révolution ou soit par les négociations. La révolution, c'est ce que nous sommes en train d'éviter, tout le monde. Parce que dans la révolution qui a commencé le 19 août, par exemple, si cette révolution avait réellement abouti, aujourd'hui, on n'allait pas demander de réforme ou de ceci. Ça, la CEDEAO aussi le sait. Lorsque vous voulez faire une révolution dans un pays, vous commencez la révolution à ses critères, la révolution à ses moyens de fonctionnement. Vous avez commencé une révolution, de la révolution, vous avez basculé vers la protestation dans la rue. Alors, la CEDEAO, toutes les organisations internationales se sont tues et ont commencé par nous regarder. Mais puisque nous avons avorté notre révolution, or si c'est que la révolution avait réussi, personne n'allait se demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on va réformer, est-ce qu'il y aura transition, etc. Et tout ça. C'est ceux qui auront gagné la révolution. Pour vous, c'est l'opposition elle-même qui a avorté la révolution. Hein? Non, c'est-à-dire qu'une révolution s'opère d'une certaine manière. Lorsqu'une révolution commence, elle ne se termine pas avec une protestation. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de pression sur ce gouvernement et grâce à la CEDEAO, pour pouvoir les pousser à quelque chose pour obtenir certains résultats positifs. Mais la vérité, c'est que ce que M. Dimoré est en train de dire, c'est ce que nous aspirons tous à cela. Mais le mécanisme pour aboutir à cela, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Lorsqu'on dit que la CEDEAO pourrait venir et dire, bon, transition, parce que nous étions dans la dictature pendant 50 ans, et que maintenant, oui, qui va refuser ça au Togo? Nous tous, nous sommes d'accord pour cela. Mais cela ne nous empêche pas de réfléchir et de voir dans quelle mesure cela serait bien faisable et ou non faisable. Ce que je vais vous expliquer, c'est que une transition n'est pas une solution miracle en soi. Une transition a aussi des vices. Bon, prenons l'exemple que vous avez cité, la première transition que nous avons connue en 91. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nous, on était encore des petits, mais on a entendu et on a lu certaines choses après. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une possibilité pour celui qui est au pouvoir pendant cette transition, qui sera le président, un premier ministre issu de l'opposition et le pays qui serait non gouvernable parce que les deux ne vont pas s'entendre sur certaines réformes. Les mêmes problèmes que nous avons au Parlement, maintenant, ce sera toujours les mêmes problèmes entre les deux parce que c'est le président qui détermine la politique du pays et le Premier ministre les met en application. Mais maintenant, là, ce ne sera plus facile à faire. Ce qui se passe ici, c'est que vous allez voir qu'en fin de compte, le président pourra arriver à empocher ce Premier ministre, l'avaler,
ou soit on peut basculer vers une autre crise parce que les deux ne pourront pas s'entendre sur certaines réformes à faire. Si ce Premier ministre veut être radical, alors ça pourra aussi nous pousser vers une autre crise. C'est la raison pour laquelle... Là, vous êtes dans un contexte d'absence de volonté politique. Voilà, puisque c'est toujours... monsieur Auré disait tout à l'heure que la classe politique n'arrive pas à s'entendre à cause de l'intérêt personnel. Figurez-vous que aussi longtemps qu'il y aura la politique, il y aura toujours l'esprit d'intérêt personnel. Et à cause de cela, il faut contourner cet esprit malin et passer par la voie diplomatique, quel que soit l'échec qu'on a connu dans le passé, et arriver à être encore plus rusé, plus intelligent à chaque fois qu'on a l'opportunité. C'est cela. Monsieur Dimoré, alors dans votre analyse, il est clair que la classe politique togolaise a échoué à cet exercice de résolution de la crise. Mais vous n'acceptez pas aussi l'intervention étrangère pour une certaine proposition, à l'instar de celle de la CEDEAO, finalement. Qui pourra résoudre la crise? C'est les Togolais eux-mêmes. Les échoués? C'est les Togolais eux-mêmes. Non! Les différentes catégories d'élite, surtout l'élite politique, a échoué. D'accord? Ça, c'est clair. Mais, la raison pour laquelle, d'une manière précise, moi, je ne veux pas m'aligner dans ces méli-mélo, dans ces travers-là. Vous savez, je suis d'accord avec mon confrère, M. Babon, que la révolution du 19 août a échoué. Ça n'a même pas été une révolution. Les gens, c'est de l'abus de langage. On n'appelle pas ça révolution. Non. Non et non. C'était quoi? Début d'un soulèvement? Juste, c'est une manifestation grandiose. Qui n'a rien à voir avec la révolution. Mais le régime, par faute d'intelligence, a reprimé. C'est la répression qui a rendu cela célèbre. Le régime aurait été intelligent en canalisant cette manifestation, elle n'a été que grandiose. C'est la peur du système en place de voir toute manifestation. Et donc, tout de suite, ils ont sauté pour réprimer et ça a donné d'autres emplois à la chose. Ça, c'est pas révolution, ça. Voilà. Et donc, vous savez, ça a été une phase de pic de notre crise, comme 2005 l'a été, 98, et ainsi de suite. Donc, c'est une crise permanente qui connaît des phases de détente et des phases de pic, d'épisodes. Et nous ne voulons pas qu'il y ait encore de phases d'épisodes dans l'avenir. Ou alors, la solution doit être endogène. Qu'est-ce que nous disons là-bas? C'est très simple. En l'étape actuelle, les négociations, oui. La diplomatie, oui. Oui, mais une diplomatie interne qui s'assume. Ce n'est pas une diplomatie externe qui vient régler les problèmes en dehors de vous-même. Alors, je dis très bien, c'est très simple. Vous avez dénoncé tout à l'heure le nombre de dialogues. Hein. Nous disons le mécanisme. Parce que M. Babon... La diplomatie interne n'avait pas joué jusqu'à ce jour. Est-ce que vous comptez encore sur la diplomatie interne? Je voudrais résumer la démarche. M. Babon disait tantôt que c'est le problème du mécanisme pour aboutir à cette réalité. Ok, c'est très simple. Dans un pays où ça ne va pas, qu'est-ce que l'élite religieuse fait? On a la conférence des évêques, on a le groupe des musulmans, l'union musulmane, le conseil chrétien et tout. Ils disent qu'ils prient. Ils prient pour qui? Ils font quoi? Vous allez me dire que ces grandes personnalités, il n'y a pas des gens capables de se lever pour aller parler à M. Faure-Gnassingbé. Après tout, il est citoyen. Vous êtes au courant des sorties médiatique de l'évêque non, sur la crise togolaise? Non, je parle des démarches consistantes. Qu'est-ce que vous appelez par la consistance? Monseigneur Koudro a fait ce qu'il pouvait faire. C'est un homme d'église. On ne peut plus attendre de lui aujourd'hui. Il est à la retraite. Ah, d'accord. Il est à la politique, retraite. Hein, cela vous. Il est à la retraite. Donc, il y a la conférence des évêques, il y a le conseil chrétien, il y a l'union musulmane.
Il y a les reverends partout. Ça pullule partout. Et la plupart prient et soutiennent ce régime qui détruit les fidèles qu'eux-mêmes dirigent dans leur temple. C'est là aussi le drame. C'est là l'irresponsabilité de l'Église. C'est votre lecture de la chose. C'est la réalité. C'est votre lecture. Bon, ça c'est un. Alors que si on avait des personnalités pour se lever, pour faire entendre raison, parce que eux, ou bien ces personnalités... Se lever pour vous signifie quoi? Signifie créer une médiation interne. Une médiation interne. Prendre les choses en main. Ne pas attendre l'extérieur. Pour qu'on aille à une assise nationale. Aller à une assise nationale et s'entendre, définir une cahier de route par cette assise nationale. C'est ça. Un problème se règle d'une manière endogène. Alors, et c'est au cours de cette assise nationale, selon nous, que le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, devra présenter ses excuses. Et au nom de son père même aussi, pour tous les torts qu'ils ont eu à cause. Les travaux de la CVJR pour vous non, ne ressemblent à rien. Allez poser la question à Monseigneur Bariga s'il est satisfait. Si les recommandations de la CVJR ne sont pas rangées dans les placards. Et vous me parlez de CVJR. C'est ça la résolution de la crise du pays. est sur le terrain aujourd'hui. Vous savez quand même qu'il est en train de mettre en exécution certaines recommandations de la CVJR. De Mme Mawadana. Le Ashkrin est là, M. Dimo. De Mme Mawadana. Elle a fini de justifier pourquoi en 98 elle a jeté le peuple en bas. C'est un autre problème. Alors, non, il ne faut pas s'amuser. De toute façon, nous parlons de Ashkrin qui est là aujourd'hui pour éponger peut-être d'une manière. Il ne faudrait même pas m'amener là-bas. Non, ce n'est pas sérieux. Nous sommes dans la crise. Et bien, c'est la crise qui a engendré ces circonstances. Et donc, l'organe est mis en place quand même pour essayer d'apporter une sorte de solution. Novembre 2015, à Mango, il y a eu bain de sang. On a sorti des chars pour marcher sur des jeunes. Novembre 2015, Ashkrin était là, dont la présidente est originaire de Mango. Vous me dites quoi? Laissez les pagailles de côté. On avance. Ici, de la pagaille, selon M. Non, c'est de la pagaille. Ashkrin, c'est pagaille. Tout le monde est libre de donner comme sa lecture de la chose. Ashkrin, de toutes les c'est façons, de la pagaille. L'esprit de la chose aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'éviter quand même que le passé revienne. D'éviter quoi? Bon, le chef spirituel de la ville d'Atakwame a écrit au Ashkrin pour parler de Kouloum, le sanguinaire. J'ai été témoin des actions de Kouloum en 2005. Pour demander le départ de Kouloum de sa ville. Ashkrin a fait quoi jusqu'à ce jour? Alors, donc, de grâce, laissez... La feuille de route de Ashkrin a été claire. Monsieur Bon, Dimoré, vous dites maintenant que les forces vives de la nation, ou alors l'élite, doit prendre la destinée de ce pays en main. Et je vous demande, en quoi faisant les moyens nécessaires pour véritablement affronter, vous le dites, le régime en face? Oui, qu'à cela ne tienne, c'est la révolution qui n'a jamais eu lieu au Togo qui viendra régler tout. C'est votre souhait? C'est le souhait le plus absolu. Oui, nous en sommes là. Parce que face à un problème séquentenaire, on fait du surplace. Ce qui se fait là pour la CEDEAO, là, il aura encore bien de sang. Soyez-en sûrs. On ne le souhaite pas. Mais c'est clair. Dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes en politique ici, c'est pas la science. Nous sommes en politique. Et ça se répète. D'ici 2020, avec l'introduction de ces 3 articles, ou bien quoi là, relatifs de décembre 2018, présidentielle 2020, vous sortirez avec le résultat. Le maintien du système de Gnassingbé. Et vous croyez que les Togolais seront d'accord? Et tôt ou tard, la révolution ne se fait pas par l'élite. Dans aucun pays. C'est le bas peuple. Parce que fatigué, ce n'est plus sous le contrôle. Vous savez, un acteur politique ne se met pas devant, je fais la révolution. Non. Ça ne se fait pas comme ça. La révolution dont je parle, ce n'est pas Dimoré. Ça serait à l'insu de tous les acteurs politiques. Le bas peuple va prendre ses responsabilités et renverser tout. C'est ce qui va se passer. Merci, M. Dimoré. Alors, M. Bavon, parmi les recommandations de la CEDEAO, il y a une qui concerne beaucoup plus les réformes. Les réformes tant criées, chantées. Il faut des réformes institutionnelles et constitutionnelles. La CEDEAO renvoie aujourd'hui ces réformes à l'Assemblée nationale, à défaut aux urnes. Alors vous, au phare, quelle lecture faites-vous de ce renvoi des réformes
au Parlement. Sinon, retourner encore sur les traces du projet de loi d'UNIR présenté au Parlement en 2017 dernier. D'abord, il faut souligner que le fait pour la CEDEAO de nous recommander d'aller faire des réformes, je pense que c'est une honte pour la classe politique togolaise. En ce sens que c'est comme si nous-mêmes ne savons pas ce qui est bien pour nous. Et il va falloir une intervention exogène pour que nous puissions savoir où aller. Et ça, c'est un peu... c'est désolant. Et même en ce qui concerne ces réformes, vous allez constater que les réformes butent sur le point de l'article 59 de la Constitution de 92. Il y a d'autres qui disent, nous voulons l'intégralité de la Constitution de 92. Bien sûr, nous l'avons toujours crié haut sur les médias, que la Constitution de 92 a forcément besoin aussi d'être réarrangée parce qu'elle n'est pas parfaite. Pourquoi ne pas faire des réformes dans l'esprit de la Constitution de 92? C'est-à-dire incluant des dispositions de cette Constitution dans ce que nous faisons aujourd'hui, permettant à ce que le Togo soit dans une démocratie réelle. Nous voulons sous-entendre l'inclusion de l'article 75 relatif au statut des anciens chefs d'État, article 59 relatif à la limitation réelle des mandats. Lorsque les réformes butent sur cet article, surtout 59, il s'est agi de quoi? De la non-rétroactivité ou de la rétroactivité de cet article. Mais beaucoup de gens voudraient que ce soit non-rétroactif. Mais si cela est non-rétroactif, cela permettrait au président actuel de se représenter en 2020. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre. Tous les Togolais, en grande majorité, à croire les sondages, ne veulent plus entendre que force est représentée à une quelconque élection présidentielle 2020. Force se présente, se représente. Qui ne se représente pas. Voilà. Se présenter, c'est comme s'il venait pour la première fois. Non, la représentation, il faut comprendre ici, Pop pourrait quand même se représenter à travers un autre membre de l'Union pour la République. De toutes les façons, ce serait Fornia Singbe toujours qui est là. Même la famille ne sera pas là peut-être. Mais en constitutionnel, ça ne se dit pas comme ça. Lorsqu'il se représente, ça veut dire qu'il s'est déjà présenté une fois et il se présente à nouveau. Donc, et c'est ce que nous ne voulons pas entendre. Donc, la réalité, c'est que nous sommes maintenant face à certains faits. L'honorable disait tout à l'heure que nous devons nous attendre à une révolution. Cette révolution, nous avons vu ce que ça fait dans plusieurs pays. Ça n'a pas fait du bien. Bon, nous prenons toujours la voie diplomatique. On se dit, ce que la CEDEAO devrait faire pour nous, c'est de nous garantir des élections crédibles, transparentes. La CEDEAO n'a jamais été présente dans l'organisation des élections au Togo. Elle a toujours été là pour des observations. Elle a donné aussi son appui technique dans certaines choses, mais elle n'a pas été, comme nous le dirons cette fois-ci, auteur de l'organisation ou co-auteur de l'organisation de nos élections. C'est ce que nous avons toujours souhaité. Si on fait la non-rétroactivité de l'article 59, même si le président actuel veut se porter candidat en 2020, nous, au niveau du phare, nous avons toujours dit que nous ne sommes pas inquiétés par sa présence. Pourquoi? Parce que tant que les élections sont organisées d'une autre manière, avec la communauté internationale, je vais parler de la CEDEAO, qui est peut-être sa représentante, donc, et que la CEDEAO a l'obligation de donner des preuves de transparence à chaque niveau. Donc, nous, on n'a pas peur de la représentation de force parce que le monsieur n'a pas la réputation ou la popularité pour gagner une élection transparente. Le sondage d'Afrobaromètre l'a montré la dernière fois, mais ça, ce n'est qu'un petit sondage. Même au sein de son parti, il a été clair que beaucoup de personnes sont pour le changement. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant travailler, mobiliser, galvaniser les gens. Les réformes, oui. La vérité, c'est que ces réformes, si elles sont faites, et que nous voyons si Ford gagnait demain ou Unir gagnait demain, ils peuvent encore tripatouiller et passer par d'autres moyens avec une majorité forte au Parlement, refaire encore des réformes en leur faveur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc la chose
la clé principale, c'est ce qui était sorti de la bouche de Macron à Accra. Il dit, nous souhaitons que le peuple togolais arrive à choisir ses dirigeants par des élections crédibles et transparentes. Et c'est ce que nous souhaitons toujours que la CEDEAO vienne faire ici. Ce n'est pas simplement un souhait. Aujourd'hui, c'est devenu une obligation que nous imposons sur la CEDEAO, comme on le fait dans un contrat. Elle est venue, ce n'est pas pour nous rouler encore en farine. Parce que si elle nous roule en farine, elle rencontrera le peuple sur son chemin, par une révolution. C'est ce que nous voulons éviter. Et nous savons que la CEDEAO aussi veut éviter ça. C'est pourquoi les preuves de transparence à tous les niveaux, nous avons déjà vu ça dans la feuille de route, où la CEDEAO demande à ce que le fichier électoral soit révisé, le recensement, tout soit refait. Bien sûr, on dira que le temps est trop court, mais n'oubliez pas que dès que nous commençons le travail, avec eux-mêmes, si le temps, le 20 décembre sera faisable ou pas, donc le travail nous le dira. Et il n'y a pas de loi qui puisse nous empêcher de proroger la date des élections. Voilà. Monsieur Dumoré, pour vous aujourd'hui, il faut une transition de toutes les façons et c'est ce que la CEDEAO devrait en principe proposer à la classe politique togolaise. Mais une question aussi fondamentale, c'est la révision du fichier électoral. Tout le monde en est conscient aujourd'hui. Eh bien, l'OIF en a parlé en 2015, mais la classe politique togolaise avait fait l'oreille sourde à aller aux élections dans ces conditions. Vous, au FBD, il n'y a pas lieu aujourd'hui de revoir et se tendre pour véritablement toucher du doigt l'alternance ou alors le changement qu'on veut, outre la transition. Je vous dis, j'ai fait le gouvernement pendant 3 ans. Je parle en tant qu'observateur averti. Le problème n'est pas d'ordre électoral. Bien entendu, c'est regrettable. 2015, l'OIF avait envoyé des experts qui a conclu, l'expertise de l'OIF avait conclu que le fichier n'était pas correct, mais comme les protagonistes s'entendaient d'y aller. Voilà. Et ces protagonistes, vous les connaissez. C'est pour ça que je dis, les gens mènent le peuple à l'abattoir. Ils mènent les gens en bateau. Ils savaient que le fichier n'était pas correct. Mais ils ont crié sur toutes les antennes que non, c'était l'occasion, plus que jamais, pour renverser la situation, pour créer l'alternance. Voilà, aujourd'hui encore, on dit non, avec cette feuille de route, on va créer l'alternance. Pour qu'une alternance soit viable, il faut d'abord balayer la maison. Si vous pensez que organiser des élections crédibles aujourd'hui, ce qui ne se fera même pas, ça c'est sûr. Lorsqu'un impérialiste vous dit allez organiser des élections crédibles, il a déjà tout verrouillé. Moi, je ne peux pas, en tant que patriote, compter sur les propos, d'ailleurs, le nom de mon parti, le Front des Patriotes, le patriotisme. Nous, Togolais, nous ne pouvons pas compter sur l'extérieur pour régler la crise parce que c'est l'extérieur qui a installé le régime et le maintient. Si nos aïeux se sont battus pour arracher l'indépendance, nous aujourd'hui, nous ne devons pas être incapables de nous libérer du néocolonialisme. Voilà le fond de la chose. Vous mettez en place une alternance simple, c'est-à-dire que par magie, par hasard, par miracle, au terme de l'application de la feuille de route de la CEDEAO 2020, il y a un candidat de l'opposition de la société civile qui bat Faure Gnassingbé. Je suis d'accord avec M. Bavon. Faure Gnassingbé n'a aucune légitimité. Si les élections sont transparentes, Dieu donne, tu te présentes contre Faure, tu vas le battre. Personne ne veut de lui. Ce nom, on en est fatigué. Le nom Gnassingbé au Togo, c'est de l'abomination. Alors, mais là n'est pas le problème. La lutte n'est pas individuelle, vous ne combattez pas un individu, voilà. C'est l'idéologie. Mais lorsque l'individu vous fait souffrir, vous êtes obligé de le combattre. Vous savez ce qui se passe dans l'Est maintenant? J'ouvre juste une parenthèse, le serpent mort des citoyens, il a des morts. Une jeune fille à la veille du probatoire devait composer, elle est décédée au CHR d'Atapamé parce qu'il n'y a même pas le calmant de venin dans l'Est mono. Donc il faut aller aux réformes. Alors, non, il faut balayer le système. Pas des réformes. Pas des réformes simples. Non, pas des réformes simples. Lorsque vous créez l'alternance simple, ce que disait tantôt M. Bavon, c'est alternance simple ça. 2020, élection crédible. Oui,
une autre personnalité arrive au pouvoir. Elle va gérer le pays avec quel outil? L'armée là, les services de sécurité là. La personnalité là va gérer le pays avec l'administration que je connais. Ou la personnalité va se dire que mais, je suis opposant, je suis élu, du coup, je vous balaie. Ou tout seul avec ses militants et ses tenants, j'ai dit, bon, l'administration, je vais la réformer ou bien la réorganiser. L'armée, je vais la réorganiser. Il ne fera même pas 2 semaines. Il ne fera même pas 2 semaines. Et s'il maintient cette administration va paralyser son programme de société. Et 3 mois après, il y aura de la contestation. Et donc, c'est suffisamment lourd. Il faut balayer la maison. Il ne faut pas être simpliste. Croire que, bien sûr, c'est la tenue d'une transition. Pendant 2 ans, vous êtes ensemble pour balayer la maison. Reformer les forces de défense et de sécurité pendant 2 ans, en profondeur. Vous savez, et équilibrer. Se mettre ensemble pendant 2 ans. Oui, pendant 2 ans. Balayer la maison, l'administration. Et là, au terme de cela, l'élection va déboucher sur, bien entendu, doter le pays d'une nouvelle constitution et déboucher sur la 5e République. Celui qui viendra pourra diriger. Mais dans le contexte actuel, par hasard, s'il y a alternance, la personne ne fera même pas 3 semaines. Monsieur Dimoré, vous avez été au gouvernement. Est-ce que vous avez eu quand même la latitude nécessaire pour véritablement asseoir de telles politiques que vous développez aujourd'hui? Et vous pensez que durant 2 ans, ou alors pendant 2 ans, une transition peut arriver à balayer la maison et refonder la République? Oui. Là, c'est une transition via une assise nationale. Mais pourquoi les Béninois ont-ils réussi? C'est la bonne foi. Soglo a été Premier ministre de Mathieu Kérékou, mais ils ont réussi. Mais je dis, en dernier ressort, si cette mauvaise foi devait être permanente, elle ne serait pas pour l'éternité. Un beau jour, le temps finira par s'imposer. Et le bas peuple va prendre ses responsabilités. Monsieur Dimoré, merci. Eh bien, c'est dommage que nous ne pourrons pas alors donner une lecture des recommandations de la CEDEAO parce que pour vous, c'est un non-événement. Il faut aller plutôt à une transition. Alors, merci. Ça, c'est la position du FPD. Alors, monsieur Bavon, aujourd'hui, c'est vrai, la limitation de mandat à 2 tours, eh bien, sauf le vote de la diaspora. En quelque sorte, c'est le projet de la majorité parlementaire qui est reconduit en quelque sorte, le projet qui a été introduit à l'Assemblée en octobre 2017 dernier. Oui, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une autre plus-value? Oui, en fait, vous allez m'excuser, avant de revenir sur cette question rapidement, je vais vous dire que lorsque nous parlons de la mise en place d'une transition via une assise nationale, bon, c'est dire sous une autre forme, une autre assemblée souveraine que les Béninois ont connue avant nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait fonctionner cette assemblée souveraine au Bénin? C'est parce que les Béninois ont eu la bonne volonté de se pardonner. Kérékou avait fait beaucoup de choses aussi qui n'étaient pas très loin de ce que Yassibé Yadema aussi avait fait au Togo. Mais lorsque le moment est arrivé, les Béninois ont décidé de faire table rase du passé et commencer une nouvelle vie politique pour la nation. Et effectivement, ils ont pu réussir. Aujourd'hui, nous sommes face à certaines réalités. Nous avons 2 camps qui sont diamétralement opposés. Des positions tranchées. On dirait que sur le plan psychologique, ils se détestent comme des pestes. Peut-être que sous l'ombre en politique, il y a la réelle politique aussi, il y a des choses dissimulées. Mais sur le fond de la scène, nous savons que c'est 2 camps qui ne veulent même pas s'entendre, qui ne veulent pas se parler entre eux. On va les attendre jusqu'à quand? On ne peut pas les attendre. Et lorsque cette transition est arrivée au Bénin, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 têtes du gouvernement ont décidé d'aller vers des réformes solides pour la démocratisation de leur pays. Ici, il y a une inquiétude au niveau de ceux qui sont au pouvoir. C'est que s'il y a des réformes, les réformes les conduiraient à la fin de leur pouvoir et après leur pouvoir, ce qu'ils allaient devenir dans les mains du peuple. Ça, c'est leur inquiétude. C'est pourquoi ils mettent toujours des bâtons dans les roues des réformes. Aujourd'hui,
Moi, je préfère que nous puissions crier haut l'obligation que nous devons imposer à la CEDEAO si elle ne nous conduit pas à des élections crédibles, il y aura problème. Deuxièmement, lorsque nous parlons du système mis en place, en effet, un système politique mis en place ne peut pas être balayé du coup de revers de la main en 2 ans ou bien en 5 ans. Même ce système qui a été mis en place, pour le réformer, il nous faudra peut-être 40 ans ou 50 ans à venir encore. Mais il va falloir qu'on commence quelque part. S'il y a une alternance peut-être en 2020, vous devez savoir que le protocole de bonne gouvernance de la CEDEAO prévoit certaines choses. On ne peut pas se lever aujourd'hui et dire que quelqu'un est venu au pouvoir et puis ne fera pas 2 semaines parce qu'il veut faire des réformes. On lui mettra toujours des bâtons dans les roues, ça c'est sûr. Mais les coups d'État ne sont plus recevables dans la zone CEDEAO. Donc, autre chose que je voulais ajouter, c'est que sur le point de la transition, vous savez, ne nous leurrons pas. La vérité, c'est que la transition au Togo ne pourra pas forcément amener le peuple à une alternance réelle ou durable. Maintenant, revenant à la question posée, en ce qui concerne ces réformes, limitation de mandat, scrutin à 2 tours, le projet du gouvernement déposé au Parlement, c'est un projet qui a été rapidement, avec précipitation, déposé parce que la ville était chaude et la situation était catastrophique. Mais ok, voyons si c'est réellement une réforme. Lorsqu'on dit, tant qu'on n'a pas encore réglé le problème de l'article 59, c'est-à-dire la phrase de l'article 59 de la Constitution de 92, nous ne considérons pas encore ce projet de loi déposé par le gouvernement comme étant quelque chose et pour laquelle on doit se réjouir. Donc, il va falloir qu'on règle ce problème. On doit savoir que les mandats sont réellement limités au Togo et que lorsque EFOR veut se représenter en 2020, que nous puissions avoir la chance que la CEDEAO ayant l'obligation de conduire des élections crédibles soit réellement des élections crédibles. En ce qui concerne les impérialistes qui ont déjà verrouillé les choses, et comme le disait l'honorable tout à l'heure, vous voyez, nous avons l'obligation d'éclairer le peuple sur certains points. Dans beaucoup de pays, il y a eu alternance, non? Pas plus tard, à côté ici, au Burkina, il y a eu alternance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, il ne peut pas y avoir un président dans un pays à l'heure où nous sommes. C'est comme ça que le monde fonctionne. À l'heure où nous sommes, sans que ce président ne soit soutenu par des organisations internationales. Pourquoi? Parce que toute organisation internationale a son intérêt dans un État ou dans un autre. Et c'est pour cela que nous demandons à ce que ceux qui veulent s'opposer à ce pouvoir soient plus diplomates qu'activistes, soient plus politiciens que révolutionnaires. Parce que on veut, moi je vous donne quelques 2 critères par lesquels ces organisations soutiennent quelqu'un. D'abord, on doit s'assurer que vous êtes un bon diplomate. Ça ne dit pas quelqu'un qui est un nationaliste, qui prône la politique protectionniste de son pays. Deuxièmement, vous devez être quelqu'un de rationnel, c'est-à-dire une personne qui arrive à s'adapter aux situations et à trouver rapidement des solutions. Une personne réaliste, pas une personne qui combat l'impérialisme ou bien combat le colonialisme d'une certaine manière, mais une personne qui cherche l'évolution, qui est progressiste. Vous voyez, les années dans lesquelles quelqu'un peut avoir peut-être de l'argent, se lever et puis devenir président, ces années sont déjà passées. Maintenant, c'est la vérité. Je vous parle de la réelle politique. C'est la vérité que quelqu'un qui devient président doit assurer tout le monde. Le Ghana a son intérêt au Togo. Le Bénin a son intérêt au Togo. Et eux tous dans cette organisation doivent s'assurer que celui qui vient au pouvoir ne viendra pas fermer les frontières demain contre les citoyens béninois et ghanéens. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est cela. Merci, Monsieur Bavon. Notre temps qui est pratiquement arrivé à sa fin, Monsieur Dimoré. Aujourd'hui, quel est le message à envoyer à la CEDEAO, à la classe politique togolaise et aussi au bas peuple, comme vous l'appelez? Oui, c'est au bas peuple, surtout. La CEDEAO, moi, je m'en moque. Je m'en moque parce que, vous savez, on a eu l'incapacité d'anticipation sur les choses et c'est ça qui fait traîner la crise togolaise. C'est ça. Alors,
Moi, je dis au bas peuple togolais de ne pas sombrer dans le cachot du désespoir, mais de ne plus périr par faute de connaissance. Voilà, parce que c'est lui qui paie le lourd tribut. Mais lorsque la situation va perdurer, le maintien du statu quo va perdurer, il faut qu'il s'arme du courage un beau matin et balaye le système. Voilà le message réel. Auquel moyen? C'est la voie populaire. Les Burkinabés l'ont démontré. Et lorsque les Burkinabés l'ont démontré, la CEDEAO a fait quoi? La CEDEAO a débarqué pour vouloir faire avaler la couleuvre au Burkinabé par le coup d'État de Diendéré. Deux présidents de la CEDEAO mandatés par la France-Afrique, y étaient pour faire avaler la couleuvre au Burkinabé que bon, le coup d'État de Diendéré était bienvenu, il fallait faire avec pour reprendre une autre forme de transition. Mais les Burkinabés ont dit ça ne pouvait pas se passer. Alors, vous savez, vous ne pouvez pas dire que des révolutionnaires comme Thomas Sankara, que ce n'est pas de pareille personnalité qu'il faudrait pour notre continent. Moi, je dis c'est ce qu'il faut pour notre continent. Et donc... N'oubliez pas la réalité togolaise. Non. Alors, si les organisations internationales soutiennent parce que quelqu'un est bon diplomate, alors les Yassingbe sont bons diplomates. C'est pourquoi ils sont soutenus pendant 50 ans. Yassingbe 1, Yassingbe 2. Alors, de grâce, nous sommes dans une phase décisive de notre histoire. Si il faut encore traîner les pas dans les méandres de quelques réformes proposées par la France-Afrique, le pire nous attend. Que sera votre mot de la fin? Merci, Monsieur Ndimo Auré. Vous êtes président du FPD, le Front des Patriotes pour la démocratie. Monsieur Bavon, votre mot pour la fin. Merci, je vous remercie pour le privilège. Je tiens à dire d'abord mon mot à la CEDEAO qu'elle a une obligation lourde, cette fois-ci, dans la crise togolaise. Si elle n'arrive pas à conduire ce peuple à une réelle alternance par la transparence dans cette démarche, avec des preuves rendues populaires, alors elle sera complice de tout ce qui pourrait arriver. Le phare n'a jamais refusé la révolution. Le phare n'a jamais refusé la révolution parce que lorsque la diplomatie ou la politique n'arrive plus à avancer, sûrement c'est la révolution, mais c'est ce que nous ne souhaitons pas et je pense que la CEDEAO aussi ne souhaite pas la même chose. La deuxième chose ou le deuxième message que je veux adresser, je l'adresse à la classe politique togolaise, de tout faire pour ne pas démotiver ce peuple-là. Parce que si la position de M. Djimoré est très claire, c'est une position qui est diamétralement ou carrément opposée à la présence de la CEDEAO et ça se comprend. Mais d'autres personnes qui disent qu'ils attendent la CEDEAO et pourtant au même moment, ils disent ce que la CEDEAO a fait sortir, qu'ils ne sont pas d'accord, après avoir été en désaccord avec cette feuille de route, quelques semaines après ou bien quelques jours après, ils reviennent sur leur pas, disent bon, nous allons travailler avec la feuille de route. Cette confusion-là, il va falloir que la classe politique arrête ça parce que ça démotive. Même s'il y aura une crédibilité dans les élections, on a besoin du peuple qui sera motivé pour pouvoir voter. Mais aujourd'hui, le FPT UNIR est à l'œuvre. Ils ont embrassé la feuille de route, ils sont au travail parce qu'ils savent que le match sera régulier. Et ce match régulier, le FPT UNIR veut gagner ça d'une manière régulière. Donc il va falloir que la classe politique se mette au travail. Finalement, je dirais que au peuple, mon message est celui-ci. Nous ne devons pas nous désespérer parce que cette fois-ci, elle est différente des fois dernières. Et nous avons le privilège de voir aussi au-delà du physique. Ce qui se trame, la feuille de route spirituelle est supérieure à la feuille de route politique. Et cela, ils doivent en faire confiance. Merci, monsieur Johannes Bavon. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général du phare, le Front des architectes pour la République. C'est bien ça, hein? C'est cela. Merci à vous également, monsieur Ndimo Auré, le Front des Patriotes pour la démocratie. Vous êtes le président, aussi député à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Et bien, la séance prochaine, nous sommes encore ensemble pour encore
rester sur notre thématique, bien évidemment intéressante. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.